Bienvenue dans l'Oeil Clébar, le premier podcast d'ophtalmologie vétérinaire. Je suis Bertrand Michaud, vétérinaire praticien exclusif en ophtalmologie, et je vous propose de découvrir en un clin d'œil l'ophtalmologie vétérinaire les yeux fermés. Ce podcast mensuel est réalisé en partenariat avec le laboratoire TVM, une marque du groupe Dome Pharma, engagée depuis plus de 40 ans dans le développement de produits d'ophtalmologie vétérinaire. Nous les remercions pour leur soutien logistique et la totale liberté de contenu qu'ils nous ont offert. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'Oeil Clébar, on va vous parler de la vision animale et pourquoi particulièrement mon chat voit-il mieux que moi. J'ai le plaisir d'accueillir Philippe Durieux. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Donc Philippe, toi tu es vétérinaire spécialiste en ophtalmologie, tu exerces depuis bientôt près de 40 ans et tu n'exerces que dans le domaine de l'ophtalmologie, donc tu es spécialiste et tu travailles au centre hospitalier vétérinaire des Cordeliers, à Meaux, au nord-est de Paris. Oui. Première question que je pose à chaque intervenant lors de ce podcast, comment est-ce que ça t'est venu cette envie de faire de l'ophtalmologie? Donc ça m'est venu parce que lorsque j'ai fait mes études à Toulouse, j'ai eu comme professeur de médecine le professeur Lescure qui s'intéressait de manière importante à l'ophtalmologie et qui m'a donné ce goût de l'ophtalmologie. Lorsque j'ai commencé à travailler, j'étais tout seul, donc j'ai repris la succession de mon père, je travaillais en canine et je faisais un petit peu de tout. Et je me suis associé, et quand je me suis associé, mon associé faisait de l'orthopédie, et il fallait un petit peu que chacun ait sa discipline privilégiée. Et donc je me suis de ce fait penché sur l'ophtalmologie en faisant des formations universitaires en humaine, DDU. Et ce qui m'intéressait dans l'ophtalmologie, c'est sa pluripotence, c'est-à-dire qu'en fait, on touche un petit peu à tous les domaines, la chirurgie, la médecine, la dermato, la cancérologie. C'est d'autre part quelque chose qui nous permet aussi de détecter certaines maladies générales. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a passionné, qui me passionne, et je suis tombé donc dans le chaudron magique. Un peu comme Voilà, Obélix. Donc vraiment la polyvalence en fait du métier. Je partage vraiment cette conception puisqu'en fait c'est une pratique très vaste. On touche à tout, on fait tout, on opère, on c'est consulte. ça, C'est vrai que c'est ça. c'est vraiment intéressant. Ce soir, on va parler de la vision des animaux. Tu m'as parlé des diplômes universitaires que tu as pu faire qui se font en humaine. Donc fondamentalement, nous, quand on est formé en ophtalmologie vétérinaire, on regarde aussi un petit peu l'œil humain. Est-ce que fondamentalement, l'œil des animaux, il est si différent que ça que de l'œil humain? Alors, il est assez différent, non, dans les grandes lignes, non, mais effectivement, il y a des différences qui sont des différences liées au mode de vie des animaux, voilà, qui fait qu'il y a des adaptations ou des choses qui vont différer, hein, notamment, on peut parler par exemple du système d'élimination du liquide qui est dans l'œil de l'humeur aqueuse, qui est différent chez les animaux, puisqu'ils n'ont pas de canal de Schlemm. On va avoir des particularités, donc notamment des cornées qui sont plus grosses, des cristallins qui vont être aussi plus gros pour des adaptations à la vision en basse luminosité. D'autre part, les animaux n'ayant pas à proprement parler, donc de mains, de doigts pour observer des objets de près, n'ont pas de nécessité d'avoir, comme on trouve dans l'œil de l'être humain, une macula, qui est une zone de haute définition pour vraiment étudier des objets qu'on tient dans ses mains. Donc chez les animaux, ça n'a pas raison d'être. Chez les animaux, on va plutôt avoir nécessité de détecter des mouvements, hein, ça soit pour les animaux herbivores de manière à détecter les prédateurs qui vont s'approcher d'eux, ou alors pour les carnivores, les chasseurs, qui vont avoir besoin de détecter leur proie. Donc tout ça va amener des différences importantes par rapport à l'être humain. Ouais, donc au final, chez l'animal, il y a une plus grande variété en fait de d'œil, mais plutôt pas de sa composition pure, mais finalement en fait de par leur disposition et ces choses-là en fait, on imagine. Absolument, leur position sur la face, ils sont latéraux, frontaux, tout à fait, tout à fait. Et du coup, la perception aussi du monde environnant entre un trait comtois d'une tonne et un teckel Voilà, qui est à peu près à 20 centimètres du niveau c'est du sol, il ça. y a une différence. C'est ça, absolument. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, par exemple, lorsqu'on promène son teckel dans un champ et qu'on lance une balle, on ne se rend pas compte que nous, on va absolument savoir où est tombée la balle, alors que le chien, il a uniquement la vision des herbes devant lui et qu'il il voit pas au loin. Donc tout ça est important dans l'étude du comportement. Tout à C'est fait. un peu comme si nous, on se retrouvait dans un champ de maïs de 2,50 m à peu près. C'est ça, c'est ça.
Au niveau donc de la rétine aussi animale, donc tu nous as dit, elle est différente entre la rétine humaine et la rétine de l'animal. C'est quoi en fait finalement la structure anatomique qui permet la vision en fait finalement? Alors, la vision, c'est un phénomène complexe puisqu'en fait, l'œil va être un capteur d'image, un petit peu comme une caméra. La rétine va assurer la transformation de cette perception d'image en un signal électrique qui va être transmis par des voies de conduction jusqu'au cortex visuel. Et le cortex visuel va donner l'interprétation, va nous construire l'image de ce qu'on voit. Voilà. Donc en fait, l'œil et la rétine ne sont qu'une partie de, d'un ensemble qui va aboutir à ce qu'on appelle la vision. D'accord. Donc au final, le phénomène physique, c'est qu'il y a de la lumière qui arrive au niveau de la rétine et en sortie de rétine, qu'est-ce qu'il va y avoir? Voilà, alors ce qui se passe, c'est que la lumière, c'est quelque chose de... On peut avoir une définition corpusculaire de la lumière, c'est-à-dire que la lumière est formée de photons. Donc les photons, hein, ce sont on peut schématiser en disant que c'est des petites particules qui vont traverser l'œil, qui vont donc arriver au niveau de la rétine. Au niveau de la rétine, on va trouver donc il y a une multitude de cellules, notamment ce qu'on appelle des photorécepteurs. Donc les photorécepteurs sont des cellules qui vont contenir un photopigment. Avec ce photopigment a une capacité d'absorption et il va à ce moment-là capter les photons. Et les photons étant captés par ces photorécepteurs vont aboutir ce qu'on appelle une hyperpolarisation du photorécepteur, c'est-à-dire que le photorécepteur va modifier ses potentiels électriques. Ensuite, cette modification de potentiel électrique va être transmise à d'autres cellules qu'on appelle les cellules bipolaires, qui sont sous les photorécepteurs. Et ensuite, ces cellules bipolaires vont transmettre ça à des cellules qu'on appelle les cellules ganglionnaires, qui, elles, vont, comme des neurones, transmettre ça en des signaux électriques qui vont être conduits via le nerf optique, via le chiasma optique, jusqu'au cortex visuel. Et le cortex visuel va, à ce moment-là, interpréter les signaux qu'il reçoit pour créer une image qu'on va pouvoir un petit percevoir dans son cerveau. D'accord. Et souvent, moi, c'est une question des propriétaires. Quand on roule le soir avec sa voiture et qu'on croise un animal sauvage dans les phares de sa voiture, pourquoi est-ce qu'on a ces reflets brillants, en fait, 2 sortes de ronds rouges jaunes, pardon, ou verts qu'on peut voir dans les phares de sa voiture? Voilà, donc là, dans la rétine de nombreux mammifères, on va avoir ce qu'on appelle un tapédone lucidum. Donc c'est une zone, ce sont des cellules qui vont contenir des cristaux, notamment, bon, cristaux, je ne sais pas, parce qu'il y a d'autres structures dans les tapédomes lucidum, mais chez les carnivores, ce sont essentiellement des cellules qui contiennent des cristaux. Et en fait, ces cristaux vont être chargés de réfléchir. En fait, les photons vont traverser la couche des photorécepteurs, mais les photorécepteurs ne vont pas pouvoir capter tous les photons. Donc il y a une partie des photons, comme chez nous, qui va se perdre. Mais là, ces photons qui se perdent vont être réfléchis sur les tapédomes lucidum et vont à ce moment-là revenir en arrière et réimprégner une seconde fois les photorécepteurs, donc ce qui va améliorer grandement la vision nocturne, hein, pratiquement on va par un facteur 6, et ce qui va permettre à ces animaux, à ces carnivores nocturnes comme les chats surtout et les chiens, d'améliorer leur vision nocturne. Le tapédome lucidum, il va se situer dans la partie dorsale de la rétine, puisque en fin de compte, donc il va être entouré, c'est une hémisphère qui est dans la partie dorsale de la rétine, et il est entouré d'une zone noire, ce qu'on appelle la zone sans tapis, parce que en fait, quand les animaux vont regarder le sol, c'est en fait le sol qui va la lumière transmise par le sol qui va aller vers le tapédome lucidum, et la lumière qui vient du ciel va par contre, elle, se retrouver dans la zone sans tapis de manière à pas polluer l'image de ce qu'ils veulent regarder. Ouais, comme s'il y avait un filtre qui évite l'éblouissement, en fait, en quelque sorte. Absolument, D'accord. absolument. Donc si on peut synthétiser, pour simplifier, le tapis, c'est un peu comme un gigantesque miroir qui permet de réfléchir la lumière et une sorte d'amplificateur de lumière? Absolument, absolument. D'accord. Et au niveau des cellules pardon. Ça permet aussi parce que ça a des propriétés, on sait que ça a des propriétés de fluorescence, c'est-à-dire qu'en fait, les photorécepteurs, notamment donc les photorécepteurs qui vont être utilisés en basse luminosité, ce qu'on appelle les bâtonnets, ils ont une zone d'absorption. Et en fait, tapis va aussi, en récupérant ces photons, donc avoir cet effet de fluorescence qui va à ce moment-là
modifier la longueur d'onde pour la faire se rapprocher dans la zone de meilleure absorption des bâtonnets, donc pour améliorer le fonctionnement des bâtonnets, et c'est aussi donc une adaptation à la vision nocturne. D'accord. Donc finalement, il y a aussi des systèmes donc ce qu'on appelle les photorécepteurs qui permettent donc pour les cônes de voir la lumière du jour, les couleurs et les bâtonnets plus sur l'obscurité, les nuances de gris. Est-ce que les animaux, ils ont plus finalement de bâtonnets que nous? Alors, les animaux ont plus de bâtonnets, ils ont une densité de bâtonnets par millimètre carré plus importante que la nôtre. Tout à fait, tout à fait. Et donc ça, en plus du miroir, en fait, donc de la zone du tapis, ça leur permet d'avoir vraiment un confort visuel bien meilleur que le Donc nôtre. voilà, donc les bâtonnets fonctionnent en basse luminosité, donc améliorent la vision nocturne, et d'autre part sont aussi d'excellents détecteurs des mouvements. Donc c'est pour ça que les, les prédateurs vont avoir cet avantage de détecter tout de suite des mouvements. Et mon chat, quand il est complètement dans un noir absolu, est-ce qu'il est capable de voir? Donc non, il faut, dans le noir absolu, il n'est pas capable de voir, il faut un minimum de luminosité pour pouvoir que le chat puisse voir quelque chose. Dans le noir absolu, il ne peut pas voir. Il faut qu'il y ait quand même il faut qu'il y ait des photons. Et au niveau des couleurs, est-ce qu'on sait comment est-ce que nos animaux vont distinguer le monde autour Alors, de au eux? niveau des couleurs, voilà, c'est une une très bonne question. Donc, on va plutôt parler de sensibilité chromatique, hein, puisque lorsque j'ai fait mon DU d'électrophysiologie, professeur Rigaudière qui faisait le DU insistait bien sur le fait que les couleurs, c'est quelque chose qui est éducatif, c'est-à-dire qu'on nous apprend les couleurs, c'est-à-dire qu'on nous dit ça c'est rouge, on nous dit ça c'est vert, on nous dit ça c'est bleu, et c'est quelque chose pour lequel on nous a éduqués. Donc c'est un petit peu du pinaillage, mais il faut mieux parler chez les animaux de sensibilité chromatique. C'est-à-dire qu'eux, on ne leur a pas appris les couleurs, mais ils voient effectivement, ils ne voient pas qu'en noir et blanc. Ils ont une sensibilité chromatique. Alors par contre, chez nous, on a trois sortes de cônes, hein, c'est-à-dire c'est comme si on avait une imprimante avec de l'encre bleue, de l'encre verte et de l'encre rouge pour imprimer quelque chose en couleur, alors que chez nos animaux, que ce soit les chiens et les chats, il n'y a que deux sortes de cônes. Donc c'est comme s'il manquait une couleur à l'imprimante. Donc si bien que le rendu chromatique ne sera pas le même que le nôtre. Alors chez les chiens qui sont dichromates, on sait qu'ils vont avoir une perception chromatique qui va se trouver dans le bleu et dans le jaune, donc ils vont avoir des photorécepteurs de courte longueur d'onde qui leur permettent de voir dans le bleu et dans le violet, et une autre sorte de cône qui leur permet de voir dans le jaune. Alors que chez les chats, alors c'est un petit peu sujet à caution parce que certains ont parlé qu'il y avait trois sortes de cônes, enfin c'est quelque chose qui n'est pas encore bien défini, mais en l'occurrence ils sont a priori, voilà, on reste quand même sur quelque chose ils ont deux sortes de cônes, et les chats, eux, on va avoir une sensibilité chromatique dans le domaine du bleu et dans le domaine du vert. Voilà, contrairement aux chiens où c'est dans le bleu et dans le jaune. D'accord. Et donc fondamentalement, pour répondre à la question du début, nos animaux, ils voient pas tellement bien le rouge, si on peut extrapoler comme ça. Voilà, c'est-à-dire que si on prend par exemple un chien auquel on va jeter une balle rouge sur un gazon vert, les chiens, ils ont en fait ce qui leur permet de voir le bleu et le jaune, ils ont une zone ils n'ont pas de sensibilité chromatique, donc il y a une zone qui est un petit peu où il va y avoir quelque chose un petit peu de blanc grisâtre. Donc si bien que lorsqu'ils vont voir le gazon, ils risquent de le voir un petit peu comme un jaune très pâle, voire un blanc grisâtre, et la balle qui est rouge va leur apparaître jaune. Voilà, donc on n'aura pas du tout le même, ça va pas être aussi tranché que lorsque nous on jette la balle rouge sur un gazon vert. C'est sûr. Et du coup, comment ça se fait que la cape du torero est rouge alors que le taureau ne voit pas le rouge? Alors, en fait, la cape du torero est rouge. Ça, alors, le taureau, lui, il se moque de la cape rouge. Ce qu'il voit, le taureau, c'est la cape qui bouge. Donc, c'est ça qui l'excite, en fait. Il voit bouger quelque chose et c'est ça qui l'excite. Et en fait, la cape rouge du torero, elle est uniquement rouge pour pas que les spectateurs voient le sang sur la cape. C'est pour masquer le sang. Mais On en fait, casse un mythe. le taureau, c'est le mouvement qui l'excite. Voilà. Et du coup, fondamentalement, est-ce que la vision des animaux est moins bonne que nous, ou est-ce que tout simplement, en fait, elle est différente car elle est beaucoup plus adaptée à leur mode de vie? Alors, elle est différente et adaptée à leur mode de vie parce qu'en fait, l'acuité visuelle chez nos animaux est nettement moins bonne que la nôtre.
Alors là, c'est un petit peu compliqué, c'est ce qu'on appelle la fraction de Snellen. Si on prend par exemple les chiens, on va avoir ce qu'on appelle une fraction de Snellen de 20 sur 75. Donc ça veut dire que en fait, le chien voit à 20 pieds, parce que ça se mesure en pieds. Alors 20 pieds, c'est 6 mètres. Le chien voit à 6 mètres ce qu'un homme peut distinguer à 75 pieds. Donc, à grosso modo, Une grosse vingtaine de mètres. oui, même un peu plus. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et alors, par contre, chez les chats, c'est encore plus mauvais, puisqu'ils vont avoir une fraction de Snellen entre de 20 sur 100, voire 20 sur 200. Voilà. Ok. Donc, ils ont une moins bonne acuité visuelle. Et ça, en fait, c'est surtout dû au fait de la présence de cet Stapedon lucidum qui va, à ce moment-là, puisqu'il va y avoir finalement une diffusion de l'image qui va être formée sur la rétine, va se trouver polluée par la réflexion des photons sur le tapis qui va faire du coup une diffusion de l'image et quelque chose de moins net. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'acuité visuelle est moins bonne. Et il y a des domaines dans lesquels les animaux sont meilleurs que nous, à part la vision nocturne. Alors, Par exemple, ils sont meilleurs que nous au niveau de la détection des mouvements. ouais, donc vraiment quelque chose qui fondamentalement leur a aidé pendant leur développement sur un Voilà, modèle un peu darwinien en fait. C'est ce qui leur a permis de survivre, tout à fait. qu'ils soient prédateurs ou qu'ils soient prédatés. Finalement, c'est ça qui leur a permis de survivre. Voilà, détection des mouvements et cette vision en basse luminosité. Absolument. Est-ce qu'il y a des espèces qui existent qui ont une vision nocturne encore meilleure que celle du chat? Oui, il va y avoir certains lémuriens qui ont vraiment des excellentes visions nocturnes. Et puis évidemment, bon là, si on change, mais dans les volatiles, si on prend les hiboux, hein, les hiboux ont encore plus de bâtonnets et ont une meilleure vision nocturne que nos chats. Mais pareil, un hibou ne voit pas dans le noir absolu, il y a besoin d'une certaine luminosité. Souvent, moi, j'ai des propriétaires dont l'animal va devenir aveugle. C'est malheureusement une fatalité qui peut arriver suite à certaines pathologies, et qui me disent que leur animal arrive toujours à s'orienter, majoritairement chez le chat. Alors finalement, ma question, c'est est-ce que la vision, c'est l'unique sens qui permet aux animaux de s'orienter? Alors, la vision, comme disaient mes maîtres, on ne voit pas avec ses yeux, on voit avec son cerveau. Et en fait, on ne compte plus les cas d'animaux non-voyants que l'on va avoir à la consultation. Et finalement, on apprend aux propriétaires que leur animal ne voit pas, ils ne s'en étaient pas rendus compte. Donc effectivement, privé de cette faculté visuelle, le cerveau va développer d'autres sens, que ce soit l'odorat, le tactile, l'ouïe, de manière un petit peu à adapter l'animal à son environnement. Mais cette adaptation ne va pas se faire du jour au lendemain, peut nécessiter quelques mois pour que le cerveau prenne ses repères, ce qui explique finalement que dans certaines pathologies que l'on rencontre, nous, chez nos carnivores, qui sont des atrophies rétiniennes progressives, à ce moment-là, le passage se fait en douceur et les propriétaires ont vraiment du mal à repérer cette perte de vision, alors que l'animal qui va perdre la vision du jour au lendemain, là, ça va se voir immédiatement, Ouais, les parce que le conséquences sont, cerveau sont n'a pas eu le brutales. temps de lancer son adaptation. Voilà. Oui, parce que comme tu disais, fondamentalement, le cerveau, il a une grande importance dans la vision, et même si un animal a une vision déficiente, le cerveau va finalement s'adapter et adapter sa réponse par rapport aux stimuli visuels, c'est ça? Complètement, complètement, complètement. Moi, une question qui me pose souvent en pratique, c'est comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que toi tu fais pour évaluer finalement la vision des animaux? Parce qu'ils peuvent pas te parler, ils peuvent pas lire les grilles avec les lettres comme nous on fait. Alors, la vision des animaux peut s'évaluer uniquement votre animal voit ou votre animal ne voit pas. On ne peut pas faire on a toutes les peines et les difficultés à faire les nuances, parce que pour faire les nuances, on a besoin d'un animal qui parle. Donc, on sait s'il voit, on sait s'il voit pas, mais c'est tout ce qu'on peut déterminer. D'accord. Et pour les propriétaires qui nous écoutent, est-ce qu'il vaut mieux s'inquiéter rapidement si son animal présente une perte de vision d'un seul coup, soudaine? Il faut s'inquiéter rapidement. Il faut s'inquiéter rapidement parce que les pathologies sont nombreuses, mais sont généralement toujours graves et les traitements doivent être mis en place quelquefois très rapidement, sous peine d'avoir, par exemple, dans certains cas, on peut rétablir la vision, dans d'autres cas, non. Mais en tout cas, il faut agir très vite parce que dans les cas où on peut rétablir la vision, si on n'intervient pas très vite, on a des lésions irréversibles. D'accord. C'est ma question suivante, tu me fais ma transition. Est-ce qu'on peut faire quelque chose finalement quand un animal va perdre la vision? Dans certains cas, oui. Voilà un exemple là, qui me vient directement en tête. Si on a un animal qui a ce qu'on appelle une panuvéite,
avec un décollement séreux de la rétine. Si on n'intervient pas rapidement, on peut avoir à ce moment-là des complications irréversibles qui fassent qu'il ne recouvrera pas la vision, voire même il pourra perdre son globe oculaire. D'accord. Tu me parles de rétine et de décollement. Est-ce que, comme chez l'homme, une rétine qui va se décoller, il faut forcément l'opérer pour la remettre en place chez l'animal? Alors, la rétine va se décoller pour de multiples raisons. Si l'on parle par exemple du décollement inflammatoire dont je viens de parler, là, le décollement séreux, à partir du moment où il n'y a pas eu de déchirure, si l'on fait disparaître ce liquide, la rétine va se réappliquer toute seule. Par contre, si l'on a un décollement, ce qu'on appelle régmatogène par déchirure, c'est-à-dire que la rétine qu'on peut comparer à un papier de soie, si elle est déchirée, il va y avoir du liquide qui va s'insinuer derrière, qui la décolle, et là, elle ne pourra pas se recoller sur la main de l'homme. C'est évident que là, on est obligé de passer par un traitement chirurgical. Donc, les seuls cas où la rétine va se réappliquer spontanément, c'est dans les décollements séreux, qui sont des décollements en général inflammatoires. D'accord. Et je sais que toi, tu aimes bien ce qu'on appelle le segment postérieur et au niveau chirurgical. Ça se passe comment quand une rétine est décollée, quand on doit l'opérer? C'est comme chez l'humain? Alors, ça se passe de la même façon que chez l'humain. Les seules choses, bon, il va y avoir effectivement des différences anatomiques et surtout la voie d'accès ne sera pas la même puisque, bon, déjà, les animaux ont des grosses cornées, on a du mal à un petit peu avoir la sclère. Donc ça, c'est déjà un gros handicap et c'est surtout que chez les animaux, chez l'homme, les voies d'accès pour faire de la chirurgie des segments postérieurs sont temporales et nasales. Chez le chien, on ne peut pas passer du fait du droit interne qui est très court, on est obligé de faire nos abords uniquement temporales. Donc de D'accord. faire nos trois sites, hein, le site de perfusion et le canal de lumière et le canal opérateur, de faire ces trois points d'entrée en temporal. Et fondamentalement, est-ce que le principal frein aussi aux chirurgies rétino-vitréennes chez l'animal, c'est le délai de prise en charge? Alors, le délai de prise en charge, oui, puisque finalement, l'être humain va tout de suite s'apercevoir de quelque chose et à ce moment-là consulter rapidement pour que l'on puisse intervenir, alors que chez l'animal, lui, est tributaire. L'animal ne parle pas. Si on a un animal qui perd, enfin, qui est non-voyant sur un œil, on a toutes les peines du monde à s'en rendre compte, puisque finalement, il est voyant sur l'autre œil et le propriétaire ne le remarque pas. Donc effectivement, tout ce qui va être souci oculaire chez le chien va être uniquement visualisé par le maître et le souci c'est que le maître ne le visualise pas au temps zéro. Donc effectivement, on a quelquefois des cas qui sont trop tardifs pour faire quelque chose. D'accord. Quel conseil, toi, tu donnerais aux propriétaires d'animaux qui nous écoutent ce soir et dont l'animal semble moins bien voir? Alors, les conseils, ben, il faut consulter, ça c'est évident, hein. Si l'animal ne voit pas bien, il faut consulter de manière à pouvoir invectiver ce qui se passe, quoi. Donc il faut effectivement consulter un spécialiste en ophtalmologie pour déterminer ce problème. Est-ce que les vétérinaires généralistes ont des moyens d'exploration, tu me parlais de la rétine ou ces choses-là, qui permettent déjà un peu de dégrossir un peu ce Tout travail à de fait, tout l'ophtalmologue? à fait, tout à fait. Je pense qu'effectivement, le vétérinaire généraliste peut effectivement dégrossir la situation et de toute façon demander, en général, les vétérinaires généralistes travaillent avec des vétérinaires, enfin des vétérinaires chez qui ils envoient leur, euh, leurs patients en cas de problème. Donc, ils peuvent à ce moment-là faire l'examen et demander conseil aux spécialistes. Voilà. On parle souvent donc de chirurgie cataracte en fin des interventions. Toi, c'est une chirurgie que tu réalises couramment. J'imagine qu'en quasiment 40 ans de carrière, tu as une histoire originale à nous raconter sur une chirurgie cataracte ou un animal un peu original à qui tu aurais pu faire, cette opération? Euh, j'ai pas, je ne fais pas j'ai pas une clientèle comme certains d'animaux exotiques, donc je n'ai pas fait de chirurgie de cataracte sur des éléphants ou des choses un petit peu amusantes. Mais donc j'ai pas de, donc, j'ai T'as pas pas de- d'anecdote à nous donner? non, je n'ai pas Dommage. l'anecdote du chimpanzé qui vient en contrôle à qui on fait lire des lignes. Non, mais j'ai eu des poissons, j'ai eu des plein de choses originales Ah oui, si, effectivement. bon, j'ai eu des lapins, mais non, non, Ça j'ai pas eu marche. de choses.
Bon, en tout cas, je tiens vraiment à te remercier du fond du cœur, Philippe. Tu vraiment un puits de connaissances en matière de vision et ce qu'on a essayé de faire ce soir ensemble, c'était de rendre accessible et de mieux comprendre cette vision animale, dont le but finalement ultime aussi de ce podcast, c'est un peu de l'éducation du propriétaire et du vétérinaire pour aussi leur apprendre qu'il y a des solutions, il y a des choses qu'on peut faire et que la médecine vétérinaire progresse à grands pas, en fait, surtout lors des 10 dernières années, je dirais, vers une technique et en plus on se forme de plus en plus avec les humains. Donc vraiment un grand merci à toi, Philippe. Bah oui, c'est avec plaisir. Mais je rajouterais peut-être quand même une chose, c'est aussi ce que j'aimerais bien, c'est que les propriétaires d'animaux de race, parce que souvent, malheureusement, les éleveurs ne transmettent pas les informations, mais je pense que les propriétaires d'animaux de race, en tout cas en ce qui concerne l'ophtalmologie, puisqu'on a énormément de maladies génétiques du fait de la consanguinité chez nos chiens, les propriétaires doivent s'informer des pathologies fréquentes qu'on rencontre, des maladies des génétiques qu'on rencontre dans certaines races. Ce qui me vient par exemple à titre d'exemple, c'est les Jack Russell, avec leur luxation, avec leur dystrophie zonulaire et les luxations précoces du cristallin qui peut aboutir à des glaucomes, à la perte de l'œil. Et c'est vraiment dommage que souvent, quand on les voit, c'est déjà tardif, ils ont déjà perdu un œil parce que les gens ne sont pas informés qu'il y a un test génétique de dépistage et ils ne sont pas informés de tout ça. Voilà. Ouais, tu penses une sorte de sous-information, que ça soit même aussi pour les vétérinaires généralistes qui nous écoutent, effectivement, de conseiller à leurs propriétaires d'aller consulter, effectivement, même si tout va bien. Tout à fait, mais le vétérinaire, moi je défends parce que le vétérinaire généraliste sait qu'il existe des pathologies, mais bon, le problème c'est qu'il y en a en ophtalmologie, il y en a dans d'autres domaines, et le vétérinaire généraliste, il a du mal à connaître toutes ces anomalies dans toutes les races. Par contre, j'estime qu'un éleveur qui ne fait qu'une race devrait, enfin c'est surtout là que le message devrait passer. Parce que je pense que les éleveurs, ils sont quand même au courant de ce qui se passe dans une race, ils doivent faire des dépistages des maladies oculaires, ils sont au courant des tests qui existent. Et je pense que pour moi, la responsabilité importante est à leur niveau et le vétérinaire généraliste peut simplement conseiller les gens. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il les conseille chez l'ophtalmo, qu'il les conseille chez le cardio. C'est sûr. Ça peut être contraignant. C'est plus compliqué, mais par contre, l'éleveur, lui, il ne consulte qu'une race, il ne fait qu'une race, il devrait quand même plus informer, les clubs devraient plus informer les propriétaires d'animaux. Et je pense aussi personnellement que c'est un gage de qualité dans la production d'un éleveur. Après, en aparté, on précisera quand même qu'il y a quand même certains, pas la majorité, mais certains clubs de race qui jouent vraiment le jeu et qui rendent ces examens obligatoires lorsqu'on veut faire reproduire un animal. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On précise aux gens qui nous écoutent que s'ils ont un problème avec l'œil de leur animal et qui sont dans la région de Meaux, vous pouvez aller consulter le docteur Philippe Durieux qui se trouve donc au centre hospitalier vétérinaire des Cordeliers. Encore un grand merci pour avoir participé à ce podcast et je te dis à très bientôt. Merci, bonne soirée, merci. À bientôt. À bientôt, au revoir. Aujourd'hui, on a vu avec Philippe Durieux que si nos compagnons ont une meilleure vision nocturne que nous, ce n'est pas pour rien. La structure de l'œil de nos animaux de compagnie est très proche du nôtre. Ils perçoivent par contre le monde différemment. En simplifiant, on peut dire que la vision du chien est de moindre haute définition que celle de l'homme, car cela est lié à son mode de vie. Médor n'a pas vraiment besoin de pouvoir conduire et jouer au mot croisé, par contre sa vision sera optimisée pour chasser, et on n'a pas encore parlé du chat. Nos compagnons sont bien meilleurs que nous pour détecter le mouvement, ainsi que pour s'orienter dans la pénombre. Cela provient de la composition de leur rétine en cellules photosensibles, ainsi qu'en la présence d'un tapis clair. Dans la rétine animale, il y a, comme chez l'homme, des cônes et des bâtonnets qui permettent de voir respectivement les couleurs et les nuances de gris. Mais l'œil animal concentre beaucoup plus de bâtonnets, ce qui les avantage déjà dans la pénombre. Le tapis clair est une couche de cellules réfléchissantes en arrière de la rétine permettant d'amplifier la lumière, particulièrement la nuit. Elle est extrêmement développée chez les espèces qui ont besoin d'une vision nocturne, comme le chat, le chien, les rongeurs, ainsi que les herbivores sauvages, comme le cerf. Dans le règne animal, seuls certains primates, dont l'homme, possèdent 3 types de cônes permettant de voir le jaune, le bleu et le rouge. Nos compagnons, eux, ne possèdent pas ce dernier cône, ce qui implique qu'ils ne perçoivent pas la couleur rouge et ses nuances comme l'orange et le vert. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'animal appréhende le monde extérieur avec ses autres sens. Le chat, par exemple, ressent les vibrations à l'aide de ses vibrisses, un véritable sonar. Chez le chien, c'est surtout l'odorat qui lui permet de s'orienter les yeux fermés. Des maladies comme le glaucome, la cataracte, la dégénérescence rétinienne ou encore l'hypertension pourront conduire à une perte plus ou moins rapide de la vision de votre animal. Des traitements peuvent être proposés, mais comme toujours, plus la prise en charge est précoce, meilleure en sera l'issue.
On se retrouve le mois prochain pour le dernier épisode de la première saison de l'œil au clébard. J'accueillerai le docteur Isabelle Guéréchi qui nous parlera des lunettes pour nos animaux parce que ce n'est pas qu'une histoire de style sur la plage pour cet été ou sur les pistes de ski l'hiver. Pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes de l'œil au clébard, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et pour aller encore plus loin, rendez-vous sur visionanimal.fr.